Vous vous rendez compte que dès qu'on pense au carnet de l'apothicaire, on pense à Mao Mao et Jinchi. Alors que pour moi, ce manga est plus qu'incroyable et qu'il mérite d'être éclairé sur d'autres points. Ce manga a l'air tout doux à première vue, un rythme lent, une ambiance feutrée, des couleurs sublimes, mais aussi, il regorge de tensions, d'enjeux politiques et surtout, il interroge sur la place de la femme dans une société patriarcale codifiée. C'est tout cela que je vous propose dans cet épisode et bien plus. Bonjour à tous et bienvenue sur All Just Book Club, le podcast littéraire où on présente un livre pendant 20 minutes tous les vendredis à 17h. On va parler d'une série de mangas que j'adore, les Carnets de l'apothicaire de Natsu Yuga et de Itsuki Nanao. Pour ceux qui ne connaissent pas ce manga, peut-être que c'est parce que vous ne me suivez pas ni sur Instagram ni sur YouTube, parce que ce n'est pas la première fois que j'en parle. Pour être honnête, j'en parle assez souvent et c'est même un des cadeaux que j'ai reçus cette année à mon anniversaire. Bref, on passe au résumé. Mao Mao est une fille d'apothicaire. Elle a grandi dans le quartier des plaisirs en Chine impériale à Beijing. Elle a été enlevée et placée en tant que servante dans la cour impériale intérieure. Avec ses connaissances en plantes, elle finit par aider une de ses concubines de l'empereur, ce qui lui confère un meilleur poste, goûteuse, pour cette concubine. Et bien sûr, elle est surveillée et encadrée par notre eunuque préféré, Jinchi. Au fil des tomes, il va y avoir plusieurs enquêtes et Mao Mao va être une de ces détectives. Il y aura des tentatives d'empoisonnement, des grossesses suspectes, des explosions mystérieuses et encore plus. Et oui, d'accord, on a un peu de romance entre Jinchi et Mao Mao. On va passer à la partie 1, la place de la femme dans la cité interdite. Ce qui me fascine déjà, c'est le lieu où se déroule l'histoire. Le manga se déroule dans le harem de l'empereur, un lieu fascinant et terrifiant à la fois. À mon sens, ce serait celle de la dynastie des Tang, mais je n'en suis pas sûre à 100%. Et les dessins de la cité impériale sont vraiment très réalistes. Et je dis ça en connaissance de cause puisque j'ai eu la chance de visiter la cité interdite en 2020. L'empereur pouvait avoir plusieurs concubines. Elles étaient soit choisies par sa propre mère, par lui-même, ou c'était des tribus. Les femmes étaient données en tribus de royaumes extérieurs au royaume chinois pour renforcer les liens entre ces deux royaumes, ou pire encore, l'empereur des fois kidnappait les femmes des royaumes tribus pour pouvoir montrer qu'il était supérieur à eux. Les femmes y sont choisies pour leur beauté, elles sont enfermées et soumises à une hiérarchie stricte. Elles sont à la fois des objets et des pions politiques. Dans l'histoire des carnets de l'apothicaire, nous avons 4 concubines. Gyokuyo, clairement une concubine qui vient de l'étranger, la dame Lifa, Aduo et la plus jeune qui est une mineure, Lishu. Elles vivent donc dans la cité impériale. Ce lieu incarne l'enfermement doré. Elles ont du luxe mais aucun pouvoir sur leur destin. Le moindre faux pas leur coûterait la vie. Et les concubines ont une mission, donner à l'empereur un héritier. Surtout si c'est la favorite de l'empereur. Il faut que ce soit un héritier homme. C'est un monde de surveillance constante par les eunuques, mais aussi les eunuques eux-mêmes sont surveillés par les soldats. Les eunuques sont des hommes castrés, puisque l'empereur était le seul à pouvoir avoir des enfants avec les concubines, donc il fallait vraiment faire en sorte qu'aucun autre homme ne puisse avoir des relations avec ces femmes. Et bien sûr, les alliances entre les femmes pouvaient sauver ou détruire. Et malgré cela, certaines arrivent à survivre, à créer un espace de liberté. Le manga montre que même dans les systèmes les plus oppressifs, les femmes arrivent toujours à trouver un moyen pour exister, pour résister. Maintenant, on va parler d'un point qui est intéressant dans cette place de la femme dans la société impériale et c'est cette hiérarchie. Que ce soit au niveau des concubines ou du reste de classe qu'il y a dans l'Empire, il y a forcément une hiérarchie. Comme je l'ai précisé, nous avons 4 concubines. Chacune d'entre elles ont une couleur attitrée, un quartier attitré, des adjectifs attitrés pour parler d'elles. Et il y a une hiérarchie, puisqu'il y a la favorite de l'empereur,
Donc c'est celle qui en général arrive à faire un enfant à l'empereur en premier. Mais la hiérarchie ne s'arrête pas là. Après les concubines, nous avons les dames de compagnie. Comme leur nom l'indique, elles sont là pour tenir compagnie aux concubines. Elles peuvent en avoir 10 comme elles peuvent en avoir que 3. Et même là-dedans, on a une hiérarchie. On a la première dame de compagnie et celle-là, ce serait la plus proche de la concubine. Et puis on a les autres. La catégorie qui vient juste en dessous, ce sont les servantes. On a les servantes qui sont un peu plus importantes, donc Mao Mao par exemple, qui est goûteuse. Elle doit goûter tous les plats qui sont servis à la concubine pour s'assurer qu'il n'y a pas de poison. Donc évidemment, s'il y en a, ça peut être mortel pour elle, mais Mao Mao apprécie énormément de tester des choses, elle apprécie les plantes et donc les poisons, elle adore ça. Ensuite, on a les femmes du quartier des plaisirs. Comme le nom l'indique, quartier des plaisirs, ce sont des femmes qui sont là pour des bons services envers des hommes qui ont de l'argent, mais c'est plutôt des services du style jouer à des parties de Go, de Mahjong et de la danse. Pour qu'elles puissent aller au-delà de ça, il faut les marier et ça coûte très cher. Et ça coûte encore plus cher quand ce sont les dames du quartier des plaisirs qui sont un peu favorites. Donc là aussi, on a une hiérarchie. Bref, on comprend que ce système hiérarchique est partout et que les femmes n'ont que peu de moyens pour se démarquer. Et tout ce que je vous raconte là, cette hiérarchie, comment ça se déroule entre les concubines, les dames de compagnie, les servantes, etc., on le voit au travers des yeux de Mao Mao, puisqu'elle passe de quartier des plaisirs à servante à goûteuse, et c'est donc le personnage central et très intéressant pour nous montrer comment fonctionnait l'Empire à l'époque. Partie 3. Mao Mao, l'intelligence discrète. Mao Mao, c'est notre personnage très attachant. Déjà, elle s'appelle Mao Mao, qui signifie chat en chinois, et elle a d'ailleurs les mêmes qualités qu'un chat. Elle est rusée, discrète, indépendante, mais aussi très franche. Si elle voit des actions qui pourraient nuire à des concubines ou des choses qui sortent de la conduite, elle n'hésite pas à le dire. Elle est très cultivée, elle sait lire, mais elle doit masquer son savoir puisqu'à l'époque, les femmes n'étaient pas autorisées à savoir lire, à être érudites. Il n'y avait que les concubines et les premières dames de compagnie qui étaient autorisées. Et Mao Mao rêve d'être apothicaire, mais comme c'est une femme, elle ne peut pas le devenir. D'ailleurs, si je reviens à pourquoi je pense que ça se passe sous la dynastie Tang, je vous fais un micro-cours d'histoire. Il y avait des examens mandarinaux qu'on pouvait passer pour travailler dans l'administration de l'empire. Et forcément, un empire, ce n'est pas juste faire des guerres et capturer plein de femmes. Il fallait aussi gérer tout ce qui était administratif, donc faire des décrets. Et pour ça, il fallait des personnes érudites. Évidemment, ces personnes étaient des hommes, plus particulièrement des eunuques. Et sous la dynastie Tang, et je crois qu'il y en a une autre, je sais plus si c'est Ming ou Qing, on avait les examens mandarinaux qui avaient été ouverts aux femmes qui savaient lire pour qu'elles puissent travailler dans l'administration. Et Mao Mao va finir par passer cet examen pour être aux côtés de Jinshi, mais je ne fais pas le spoil, c'est juste pour vous donner l'envie de découvrir un petit peu cette histoire. Mao Mao, par son esprit critique, son ingéniosité, finit par devenir une figure centrale dans les carnets de l'apothicaire et la cour impériale. Son rôle d'apothicaire la place au cœur des intrigues. Elle voit les corps souffrir, elle diagnostique, elle observe, elle écoute. Elle ne le fait pas parce qu'elle pourrait gagner quelque chose en retour, par exemple de l'argent ou plus de pouvoir. Elle le fait tout simplement parce qu'elle a ce sens d'entraide, cette vocation et cet esprit de sororité. Que ce soit des dames de compagnie, des servantes ou des concubines, Mao Mao n'hésitera pas à aider ces femmes. Elle incarne l'intelligence féminine dans un monde qui préférait l'ignorer. Et pourtant, c'est cette intelligence qui finit par briller. Elle ne s'impose pas, non pas par la force et la séduction, mais par son savoir. Partie 4. Les enquêtes quand la science féminine devient pouvoir.
Les intrigues de chaque tome sont souvent construites comme des enquêtes. On a des maladies mystérieuses, des empoisonnements, des grossesses suspectes. Et Mao Mao mène l'investigation comme une réelle scientifique. Elle analyse, elle expérimente et elle déduit. Ce que le manga montre ici, c'est que les compétences dites féminines, entre grosses guillemets, comme l'attention, la précision, l'écoute, le soin, deviennent des outils de pouvoir. À travers ces enquêtes, le manga Les Carnets de l'apothicaire redonne de la valeur à la médecine traditionnelle chinoise, au savoir médical de l'époque et à l'importance de la connaissance du corps, souvent monopolisée par les hommes. Et ce qui est très intéressant dans le manga Les Carnets de l'apothicaire, c'est que parfois, les hommes arrivent à comprendre ce qui se trame, mais en règle générale, ce sont toujours les femmes qui sont plus rusées, plus intelligentes et qui arrivent à comprendre le mystère d'un coup. La plupart des hommes de ce manga sont vus comme des êtres dénués de sens. On a un médecin qui n'arrive à soigner personne et qui ne pense qu'à manger, ou encore Lee Haku qui est un soldat que Mao Mao utilise pour aller au quartier des plaisirs et voir sa famille, et qui est là lorsqu'une explosion arrive sur son lieu de travail et qui ne comprend même pas ce qui se passe, sans l'aide de Mao Mao, ou encore 3 frères qui n'arrivent pas à comprendre le testament de leur père, et donc Mao Mao finit par intervenir. Et malgré cela, les femmes ne sont que peu respectées. Elles n'ont pas le droit d'avoir de femmes médecins alors que pour l'instant c'est Mao Mao qui aide tout le monde. Et la rivalité entre femmes n'arrange pas la situation, Mao Mao est souvent diminuée par d'autres dames de compagnie, que ce soit pour ses connaissances ou pour ses intérêts comme les plantes, les insectes et les poisons. Comme je l'ai dit, la stratégie et la réflexion que l'on retrouve chez Mao Mao, elle n'est pas la seule à l'avoir. Certaines concubines et certaines dames de compagnie l'ont aussi. Et c'est là où on voit que les femmes dans ce manga sont très rusées. La plupart de ces femmes utilisent leur ruse pour acquérir du pouvoir. C'est littéralement l'art de la guerre de Sun Tzu, mais version féminine. Partie 4. Les eunuques, une réflexion sur le genre et le pouvoir. Les eunuques ont une position ambivalente. Ils ont perdu leur statut d'homme au point de vue biologique, mais détiennent tout le pouvoir que les hommes ont quand même par rapport aux femmes. Parce que oui, apparemment, subir une ablation de leur partie génitale ferait d'eux des vrais hommes. Est-ce que vous pensez à la chanson de Mulan? Parce que moi, c'est clairement ce qui me vient en tête. Bref, comme je l'ai dit au début, les eunuques sont là pour veiller aux concubines, à leurs biens et à ce qui se passe et rapporter tout ça à l'empereur. Et leur ablation sert bien sûr à ce que l'empereur soit sûr que tous les enfants qui naissent ne sont que de lui. Bref, si ça vous énerve cette histoire d'empereur et le fait que ce soit le seul homme qui puisse avoir autant de femmes, je vous invite à lire un article scientifique que j'ai trouvé sur comment on faisait en sorte qu'il devenait eunuque. C'est très graphique, très détaillé. Peut-être que ça pourra assouvir quelques tensions, quelques colères face à ce système patriarcal qui perdure toujours. D'ailleurs, quand les eunuques subissent leur opération, ils doivent absolument récupérer leurs bijoux précieux, sinon ils ne peuvent pas monter au ciel, puisque c'est très mal vu de se présenter devant les dieux sans toutes les parties de son corps. Mais si on revient sur notre eunuque le plus influent, le plus cool, Jinshi, il y a quand même quelque chose à dire. Jinshi, il brouille les lignes. Il a une beauté androgyne, un comportement raffiné et une autorité incontestable. Sa relation avec Mao Mao est un jeu de tension subtile. Il est fait d'ironie et d'admiration mutuelle. Ce que je trouve intéressant dans le manga Les Carnets de l'apothicaire, c'est qu'il interroge sur la construction sociale du genre. Jinshi joue de son charme, c'est une forme de pouvoir. Jinshi, c'est un des seuls personnages masculins qui a de l'intelligence parce qu'au final, il joue sur les codes féminins. On le voit d'ailleurs dans une fameuse scène où il y a de la danse et des papillons. Et ce qui est chouette dans cette romance, parce que je sais que beaucoup adorent Mao Mao et Jinshi, donc je reviens là-dessus, les rapports entre Mao Mao et Jinshi sont moins formés sur des normes genrées classiques que sur l'intellect, la stratégie et le respect mutuel.
5. Des récits enchâssés, le puzzle humain. Encore une autre raison de lire les carnets de l'apothicaire. C'est qu'au début, je pensais que chaque tome parlait d'une enquête et qu'ensuite on passait à autre chose. Un peu à la Scooby-Doo. Mais au fil des tomes, des liens se forment. Certaines histoires se croisent, d'autres se répondent. On a des trames super intéressantes. On a toute une trame autour du passé de Mao Mao et de qui sont ses parents, une trame autour de Jinshi et bien sûr plein de trames autour des concubines. Donc il se passe toujours quelque chose dans ce manga. C'est une lecture qui est très immersive. On découvre ainsi toute une galerie de portraits. Des concubines désespérées, des nourrices fidèles et des domestiques rusés. Ce sont des vies souvent tragiques, parfois comiques. Et pour ma part, j'ai étudié le chinois mandarin pendant 3 ans, j'ai fait du chinois classique, j'ai lu certains textes fondateurs et je peux vous assurer que la dynastie des Tang, c'est vraiment celle avec le plus d'histoire de ce style-là, ce qui me laisse prouver que ce manga est juste génial. Le choix narratif rend la lecture immersive. On a l'impression d'observer un microcosme vivant avec ses règles, ses secrets et ses fractures. Et quand je dis que je ne parle que des carnets de l'apothicaire depuis que j'ai commencé à le lire, c'est du sérieux. Je lis et je vis carnets de l'apothicaire. Je commence même à avoir des edits sur TikTok. Et maintenant, je vais conclure cet épisode. Est-ce que vous avez eu envie de lire les carnets de l'apothicaire ? Ce manga est juste incroyable. On n'est pas là juste pour regarder la romance entre Jinshi et Mao Mao, on a des intrigues, on a un côté historique, on a un côté médical et vous pouvez aussi admirer les belles planches de dessin. Je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour vous prouver que ce manga est super. Je viens de travailler sur 2 recordings de cet épisode, un en version audio, un en version vidéo. La version vidéo a même des images intégrées. J'ai travaillé sur ma voix pour vous montrer à quel point je suis enjouée et que j'apprécie de tout mon cœur cette série. En résumé, Les Carnets de l'apothicaire, c'est un manga bien fascinant à des égards. Il mêle intrigue historique, portrait de femmes et savoir médical. Mao Mao est une héroïne comme on en voit peu. Elle est brillante, drôle, lucide et je l'adore. À travers elle, on explore la place de la femme dans une société codifiée, mais aussi la capacité pour ces femmes de créer du savoir, du lien, du pouvoir, même dans les marges. Si vous cherchez une série riche, intelligente et sensible, je vous recommande l'anime et le manga Les Carnets de l'apothicaire. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à faire un tour sur le podcast pour écouter les épisodes précédents. D'ailleurs là, j'ai déjà fait un autre épisode sur la femme dans la littérature. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder celui-là aussi. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.